Fermez les yeux un instant. Imaginez avoir 20 ans, être pleine de rêves et sentir que votre corps vous échappe sans comprendre pourquoi. Fatigue écrasante, crise d'angoisse, tristesse profonde qui vous engloutit. Et ce doute lancinant, et si tout était dans ma tête? C'est ce que Victoire a traversé avant de découvrir qu'elle souffrait de la maladie d'Hashimoto, une maladie auto-immune qui attaque la thyroïde et bouleverse chaque aspect du quotidien. Dans cet épisode, elle nous plonge dans son parcours, de la peur au soulagement du diagnostic, en passant par ces mois vécus comme un état zombie. À travers ces mots, c'est une voix courageuse qui rappelle qu'on n'est jamais seul face à l'incompréhensible. Vous êtes sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Excellente écoute. Je m'appelle Victoire, j'ai 21, bientôt 22 ans. Et à 20 ans, j'ai découvert que j'avais la maladie d'Hashimoto. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon parcours, tout le flou dans lequel j'ai été pendant des années. Et voilà, je voulais évidemment au passage remercier le podcast Stéphanie et Tadam qui permet de pouvoir donner la visibilité à beaucoup de femmes et leur parcours. Donc voilà, au passage, merci beaucoup de faire ça. Je suis arrivée à Paris il y a 4 ans. Avant ça, j'habitais en Auvergne et directement après mon lycée, je suis arrivée à Paris. Je suis venue pour faire une classe préparatoire en art. Et ensuite, j'ai été diplômée récemment d'un bachelor en art visuel. Et donc bref, forcément d'arriver dans une ville, la capitale, quand on vient d'un petit village en Auvergne et d'un seul coup vivre seul, avoir des responsabilités, c'est vrai que je pense que moi qui étais de base anxieuse, ça a fini de développer une capacité à stresser et à angoisser facilement. Je parle déjà de stress et d'anxiété parce que je sais qu'il y a beaucoup d'études qui parlent que ça pourrait être une des causes de la maladie d'Hashimoto. Il y a le fait qu'elle peut être héréditaire, ce qui n'est pas mon cas. On parle aussi des radiations ou des produits chimiques qu'il y a. C'est une forte possibilité, mais je pense que, voilà, moi, sincèrement, je pense que c'est dû à des fortes angoisses, stress, / potentiellement un traumatisme que j'ai développé la maladie. Ce qui est compliqué avec cette maladie, c'est que c'est impossible de savoir quand est-ce qu'elle a été déclenchée. Donc là, tout ce dont je vais parler, c'est mon interprétation et ce que j'imagine être, on va dire, le départ et le développement de ma maladie. Mais encore une fois, c'est impossible de dater le début de quand elle se développe parce que c'est une maladie qui se développe très lentement. Et malheureusement, c'est pour ça, si c'était du jour au lendemain, on remarquerait la différence. Mais puisqu'elle évolue doucement, lentement, elle s'installe, on a l'impression que c'est juste un état psychologique ou que c'est juste nous, notre situation qui fait que, alors que pas du tout. Donc voilà, j'arrive à Paris. Au lycée, je faisais déjà pas mal de crises d'angoisse, mais là, elles se multiplient un petit peu. J'ai toujours fait des crises d'angoisse où mon cœur battait très, très vite. On appelle ça de la tachycardie. Mais voilà, j'avais appris à les contrôler, je les connaissais. On va dire que j'en avais 1 à 2 par mois, en arrivant à Paris. Je considérais que c'était normal et que voilà quoi, c'était juste, on va dire, ma façon de vivre. Donc cette année a été assez intense. J'ai fini par trouver mon chemin, mais il y a eu un facteur qui, je pense, a fini de cacher les symptômes du début d'Hashimoto. Et ça, c'est la prise de la pilule. Donc j'ai commencé la pilule cette année-là, contraceptive bien sûr. J'ai pris du poids très très vite, mon corps a changé. Je me suis mise à développer de l'acné, enfin de l'acné légère, des petits boutons, mais voilà quand même. J'en avais pas beaucoup eu dans ma vie avant ça, donc voilà. En fait, tout ça, je le mettais sur le dos de la pilule et surtout, ce qui était pour moi le pire des symptômes, c'était mon état psychologique. On va dire que vraiment, pendant 1 an, j'avais l'impression que d'un seul coup, j'étais en train de me perdre moi-même, de faire la dépersonnalisation, d'avoir vraiment des pensées noires et voire un peu en état dépressif. Encore une fois,
c'est des suppositions. Aujourd'hui, je pense que ce n'est pas la cause et que c'était le début de Hashimoto et que c'est un peu un concours de circonstances. Mais encore une fois, peut-être que c'est... Je sais que des personnes qui ont des processus hormonaux à cause de la pilule, évidemment, c'est des hormones aussi. Mais j'ai remarqué en fait que ça a commencé à ce moment-là. Mais encore une fois, je ne sais pas à quel point tout est lié. Donc au bout d'un an, j'ai décidé d'arrêter la pilule pour justement me défaire de tout ça, surtout de mon état mental qui tout doucement commençait un petit peu à tourner vers quelque chose de plus sombre. Et, euh, et voilà. Surtout, je voulais prendre soin de moi. Sauf que malheureusement, l'arrêt de la pilule n'a rien changé. Et même à l'inverse, j'ai continué à m'enfoncer, on va dire, dans ce trou noir. Donc à ce moment-là, on va dire, on est en 2022-2023. C'est l'année où j'arrête la pilule et c'est l'année où je me rends compte que je vais de moins en moins bien, mais c'est très léger. Je m'en rends compte plus sur le côté mental, où je réalise que j'ai jamais été quelqu'un qui était autant anxieuse pour tout le temps. Enfin, bien sûr que je suis une personne anxieuse de base, mais là, c'était vraiment pour tout le temps. Et puis surtout, de me sentir vraiment pas bien. Et je mettais ça vachement sur le fait d'habiter seule dans un appartement, même si j'étais avec quelqu'un à ce moment-là et que j'avais mes amis. La majorité du temps, je rentrais seule chez moi le soir. Et je mettais vachement ça sur le fait de mal vivre nécessairement le fait d'habiter seule et que c'était compliqué, mais que c'était juste ma condition qui faisait que. Maintenant, on va arriver à 2020, fin 2023, début 2024. Fin 2023, je réalise que, du coup, en 3 années, même pas 2 ans, 3 ans, j'ai pris vraiment plus de 10 kilos. Évidemment, je l'avais réalisé au fur et à mesure, mais voilà. Moi qui ai des TCA, c'est vrai que je comprenais pas parce que je mangeais sainement, j'avais une activité sportive régulière et surtout là, de manger sainement, c'était quand je mangeais sainement parce que c'est vrai que à cause de mes TCA, il y avait des moments où surtout si j'étais seule, je me nourrissais pas, peu, voire pas. Et et en fait, je continue de prendre du poids et de voir mon corps, s'affaiblir, on va dire, niveau force et vitalité. Donc je me disais, en fait, c'est juste que je me nourris mal. Les TCA, c'est quelque chose qui me suivent depuis un moment et c'est vrai que là, du coup, ce changement de corps, et l'état mental n'aidait pas, ça finissait d'être un cercle vicieux. Mais j'étais très bien entourée, donc en vérité, on m'a un peu aidée à traverser cette période-là. Mais encore une fois, à ce moment-là, je me disais que j'allais vraiment, vraiment pas bien. Le nuage noir avait pris beaucoup de place dans ma tête. L'été d'avant, donc l'été 2023, même ma famille avait commencé à remarquer qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans mes comportements, ma personnalité. À ce moment-là, vraiment je pleurais, de façon hebdomadaire, presque quotidiennement même et j'avais du mal à comprendre ce qui se passait. J'avais l'impression juste que j'allais très, très, très mal. Je me disais que c'était que dans ma tête et en fait, j'ai malgré le fait d'être entourée et tout ça, ça n'allait pas mieux donc j'avais décidé de prendre un rendez-vous, chez une psychologue qui s'est très mal passée et qui m'a fait me dire: «Non mais j'ai pas besoin de ça et c'est pas fait pour moi, je vais y arriver toute seule, j'ai pas besoin d'aide, il y a des gens qui ont beaucoup plus besoin de voir un psy, plutôt que moi». Enfin bref, l'habitude, hein, enfin ce que beaucoup de personnes se disent malheureusement, de culpabiliser, de se dire que c'est eux le problème et que de toute façon il y a pire donc faut juste continuer. Donc à cette période-là, je le dis un petit peu en rigolant parce qu'avec le recul, il y a quelque chose d'amusant. Mais c'était l'époque où les punaises de lit, la rentrée scolaire 2023, il y avait l'époque des punaises de lit et tout le monde était complètement affolé par ça. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, je suis tombée totalement dans cette peur, violente, viscérale, d'avoir des punaises de lit. Et en fait, parce que ça n'allait pas, j'ai commencé à développer des comportements obsessionnels. C'est-à-dire que, je me réveillais toutes les 15 minutes la nuit, en allumant mon flash, en scrutant mes draps et les moindres petites peaux mortes et les petites peluches de pulls
qu'il pouvait avoir sur mes draps m'inquiétait au point de faire des crises de panique et à 5 heures du matin, laver tous mes draps à 90 et voilà quoi. J'ai vraiment, mais obsessionnel. C'est-à-dire que vraiment pendant plus d'un mois, c'était obsessionnel. Je lavais tous mes vêtements à 90, j'en pleurais, je faisais des crises de panique, enfin vraiment obsessionnel. C'est-à-dire que même quand mes proches pouvaient faire des blagues dessus, ça me faisait vraiment pas rire. Voilà, et je me reconnaissais pas en fait dans ce comportement, d'un seul coup développer, ce truc obsessionnel. Vraiment, c'était, enfin, tout quoi. Le moindre petit bruit, j'avais peur de tout. Enfin, peut-être même un petit peu enfin, j'avais peur vraiment je sais pas, mais je dormais vraiment pas la nuit et en fait, je commençais à être, enfin, déjà que je me sentais épuisée à ce moment-là. On va arriver dans les listes des symptômes, crus, mais à ce moment-là, je me rendais pas compte que j'étais épuisée déjà de base, mais encore plus quand tu te réveilles tout le temps, que ton sommeil n'est pas du tout réparateur et que tu angoisses toute la nuit. Enfin voilà, c'était vraiment pas vivable. Et surtout à ce moment-là, là, je pleurais encore une fois, quotidiennement. Je savais pas pourquoi, ça pouvait être sur des petites raisons, des angoisses, des trucs, plus futiles, des trucs plus profonds. Mais en vérité, il y avait pas vraiment de raison d'être aussi malheureuse et il y avait une tristesse, et un état dépressif pour, vraiment dire les termes, qui s'était vraiment installé et que j'avais du mal à comprendre. Et j'avais vraiment un problème, très profond avec, moi-même. Donc heu, donc voilà, on arrive, début 2024 où, là, il y a une succession de choses, et donc d'événements qui auraient dû m'alerter. Donc le premier, c'est un jour, je bois un café comme à mon habitude à l'école et en fait, je me mets à faire une, crise d'angoisse en cours, à cause enfin, je fais totalement le lien que c'est à cause du café. C'est-à-dire que vraiment, c'était un cours, sur l'histoire de la photo, donc on avait juste à se concentrer sur quelque chose et c'était impossible et tout me stressait et j'en suis venue à carrément, vomir, devoir quitter la salle, respirer, enfin, voilà quoi. Vraiment une vraie crise de panique, en larmes et cetera. Et effectivement, je me suis dit: «Bon là, ça commence à être bizarre, pourquoi je réagis comme ça au café?» Pareil, j'étais fumeuse, enfin, j'essaye d'arrêter d'être fumeuse, donc on va parler au passé, j'étais fumeuse. Donc voilà, j'avais l'habitude de fumer, avec, enfin assez régulièrement et j'avais jamais eu de problème et en fait, petit à petit, les cigarettes me donnaient, des vertiges, de la nausée, vraiment d'un seul coup, je me sentais pas bien. Surtout si j'étais debout, j'avais l'impression que j'allais m'effondrer par terre. Je me disais, «C'est étrange», voilà, du coup, de moins en moins, j'arrivais à les terminer. Il n'est pas plus mal, mais juste ce qui est plutôt inquiétant, de me dire, «Mais pourquoi il y a» mais malheureusement, je me disais juste que voilà, c'était juste mon état, j'en sais rien, qu'il y avait beaucoup de gens qui me disent: «Ah moi aussi du jour au lendemain j'ai été dégoûtée, c'est bien, tu vas pouvoir arrêter grâce à ça» et sauf que j'avais pas envie d'arrêter, j'étais pas dégoûtée au premier degré, mais mon corps réagissait en fait à l'excitant, à la nicotine, tout simplement, même après avec le recul j'ai su. Mais donc du coup voilà, on arrive à février 2024 où je suis en train de cuisiner et il y a mon ex, copain de l'époque, qui lui était un sportif et qui avait une montre, pour calculer son BPM. Donc comme je rappelle, je pleurais vraiment très fréquemment. Je faisais les crises de panique qui étaient, de tachycardie qui étaient de 1 à 2 fois par mois, c'était plus 1 à 2 fois, par semaine à ce moment-là. Vraiment se multiplier. Mais à ce moment-là, donc je suis en train de cuisiner, je suis assez calme, assez sereine à ce moment-là, et je sais pas comment j'en viens à demander à mon ex-copain de mettre sa montre pour, voir en fait, quel est mon BPM. Parce que justement, il revient d'une course et il me montre, son BPM, donc le nombre de battements par minute et je mets la montre et donc je continue de cuisiner, toujours très calmement, je fais pas énormément d'exercices ou de mouvements, donc enfin, ça aurait pas de raison que ce soit très haut ou quoi que ce soit, voilà. Et là, en fait, mon BPM est super haut et moi, je réalise pas parce que j'ai pas trop la notion de quelle est la moyenne et mon copain de l'époque me dit: «Ben, c'est super haut, c'est anormal, je pense qu'il y a un bug, que c'est parce que ça vu qu'on a changé de corps, enfin qu'il a changé d'un poignet à un autre, ben, juste elle a dû bugger, garde-la un peu plus longtemps, on verra».
on la garde, je la garde un peu plus et en fait, ça descend pas, même à l'inverse, j'ai un corps augmenté. J'étais vraiment super haut, d'un coup, j'étais genre à 110 alors que j'étais assise, pendant 10 minutes. Donc là, il me dit, «C'est pas du tout normal, c'est même super étrange». De là, je commence à faire une crise de panique parce que voilà, c'est un cercle vicieux. Je m'inquiète, immédiatement du coup en me disant: «Mais j'ai un problème au cœur» et à cause de mes crises de tachycardie, ça faisait un moment que je me demandais si, c'était pas juste mon cœur le problème et en fait là, il me regarde et il me dit: «Non mais il faut que tu ailles voir un cardiologue, prends un rendez-vous, il faut que tu aies une réponse en fait sur ce qui se passe, dans ton corps parce qu'en fait, si c'est ça, en fait, il faut juste que tu aies une réponse quoi». Donc je vois un cardiologue, je fais tous les examens et le résultat, le diagnostic, c'est que, mon cœur a aucun problème. J'ai effectivement un BPM plus élevé que la norme, mais ce qui fait que j'ai plus facilement des crises de tachycardie, que je suis plus propice à. Mais le problème, le médecin me regarde et il me dit clairement, «Il est dans votre tête le problème, ça vient de vous, quoi». Enfin, il le dit pas comme ça, mais clairement, c'est ce que je comprends et clairement, il me conseille d'aller voir quelqu'un, quoi, tout simplement. Et donc je me dis: «Bon, super, c'est vraiment définitivement ça le problème, c'est juste moi, c'est moi qui me crée moi-même, cette souffrance, c'est ma faute». Il me prescrit quand même un bilan, un bilan sanguin un peu plus global et moi j'en avais pas beaucoup fait dans ma vie et surtout pas du tout récemment. J'ai quand même d'habitude, vraiment la peur de voir un médecin en général, pas la peur des médecins, mais voilà, la peur quand même d'aller, dans un cabinet, tout ça, enfin, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peuvent comprendre là-dessus, c'est pas personne n'apprécie, mais moi, vraiment, j'évite à tout prix, quoi. Vraiment, il faut vraiment que j'aille vraiment, vraiment pas bien pour, y aller. La preuve, là, ça commençait à être, difficile, mais je me suis dit: «Bah, non, c'est juste moi le problème, donc voilà, quoi». Et vu que c'est juste moi le problème, même si j'ai un bilan sanguin, je vais pas le faire parce que je sais que c'est moi le problème, donc on s'en fiche. Donc je garde ce bilan sanguin sur mon Doctolib, et je passe à autre chose. Et puis là vient la fameuse fois où, j'ai fait, une crise de panique qui a duré 5 heures. Cet épisode-là, ça a été un peu ce qui m'a fait enfin me dire: «Je pense qu'il y a un problème plus profond que juste, moi et moi-même et si c'est moi et moi-même, alors il faut que je sois internée». Enfin vraiment, j'en étais là parce que, ce qui s'est passé, c'est que pendant 5 heures, j'ai fait une, crise de panique qui, se passait par cycle. Il y avait, les sanglots inarrêtables pendant 10 minutes. Ensuite, tachycardie, mon cœur qui bat la chamade, je peux pas respirer, je suis en boule. J'étais au téléphone avec mon ex, à l'époque qui me essayait de me rassurer, me parle d'autre chose, me conseillait de regarder un film, d'écouter de la musique ou n'importe quoi qui pourrait me détendre, mais impossible. Ensuite, moi qui me lève en me disant, «Bon, il faut que je bouge, il faut que j'arrive enfin à bouger, il faut que je bouge, il faut que je bouge mon corps pour sortir de la situation dans laquelle je suis et en fait, sentir des fourmis dans mes avant-bras, quand je marche, j'ai l'impression que je vais m'effondrer par terre, des vertiges, des nausées, tout ça et hem et ensuite, un moment de calme à chaque fois où ça s'arrête et où j'ai l'impression que mes yeux veulent se fermer tout seuls et j'ai l'impression que je vais tomber dans les pommes. Et donc à chaque fois, le cycle recommençait et je recommençais à angoisser, crise de sanglots, ensuite tachycardie, enfin voilà et ça en boucle pendant 5 heures sans s'arrêter. Donc au téléphone avec mon ex qui, s'inquiète évidemment et me dit: «Est-ce qu'on devrait appeler, les pompiers?» ou je sais pas, parce que moi je lui dis: «En fait, là, ce qui va se passer, c'est que je vais m'évanouir, je suis toute seule chez moi». Personne n'habitait proche, de chez moi, dans mes amis, à ce moment-là et surtout je savais pas quoi faire. J'étais un peu incapable de réfléchir de façon rationnelle donc mon ex a fini par appeler à 4h30 du matin ma meilleure amie qui habite, un peu plus loin, à lui prendre un taxi pour qu'elle vienne, chez moi parce il habitait pas, il habitait à l'étranger. Donc heu tout simplement, voilà quoi, ma meilleure amie n'est pas arrivée, j'ai réussi à m'endormir sur le coup des 6h30 du matin, 7h. Et hem et voilà quoi, le lendemain, j'étais épuisée, et puis j'ai décidé de enfin en parler à ma sœur qui est médecin et lui dire: «OK, il y a beaucoup de choses qui vont pas en ce moment». Je suis de nature à pas avoir envie de déranger, surtout ma famille, de pas vouloir les inquiéter, pas vouloir de base, trop faire,
à lever des drapeaux, quoi, sur des trucs. Surtout, je me disais, bah, c'est juste moi. En plus, je sais que dans ma famille, mais ça, surtout elle, capable de faire aussi des crises de panique ou des choses comme ça, que ça coule dans notre sang, entre gros guillemets. Et que, ben, en fait, bah, juste me dire, oui, bah, comme tout le monde, tu fais des crises de panique. Enfin, pour moi, c'est quelque chose d'assez normal, on va dire. En tout cas, que j'ai normalisé. Heu et donc du coup, là, je lui raconte cet épisode. Elle me dit: «Bah, en fait, ce que tu pensais être un malaise, c'était juste ton corps qui était tellement épuisé, qui voulait juste, couper tout le système et ton cerveau en fait, ton corps qui se battait avec ton cerveau qui angoissait et qui disait: "Non, non, 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 personne s'endort, personne s'endort" et ton corps qui essaie de te lâcher et c'est ça ce que tu avais l'impression ce sentiment de: «Je vais m'effondrer, je vais m'effondrer, je vais tomber dans les pommes», et qui dans le moment de la crise d'angoisse, n'était évidemment pas rationnel, où je faisais que dire à la personne avec qui j'étais que j'allais mourir, parce qu'effectivement, c'est comme ça que je le ressentais. Vraiment, c'est l'expérience, la plus proche où j'avais l'impression que si je fermais les yeux, j'allais mourir. En fait, tout mon corps allait s'arrêter et j'allais mourir parce que je me sentais partir un peu, mais comme si, on voulait m'endormir instantanément, quoi. Enfin, comme un peu, de l'hypnose. Enfin, c'était super, super étrange. Donc j'en parle avec elle, elle me dit: «Honnêtement Victoire, ça va vraiment pas. Il faut que tu fasses attention à toi, je m'inquiète et cetera» et je lui dis: «Bah non, mais bon écoute, c'est juste que ça va pas, je sais pas, peut-être essayer de voir quelqu'un», je sais pas quoi. Je m'arrête là, les jours continuent, je fais des crises d'angoisse, je continue de pleurer, je me dis: «Mais il s'est passé un truc, c'est quand même vraiment bizarre ce qui s'est passé, enfin, c'est pas normal, c'est pas juste moi, c'est pas juste dans ma tête, vraiment mon corps réagit, enfin, il se passe quelque chose». Donc en plus de ça, d'autres symptômes dont je vais pas parler, c'est que, ce qui s'était passé, surtout, qui avait débuté avec la période, psychose sur les punaises de lit, c'est, commencer à avoir des plaques d'eczéma partout, me gratter, la tête, des plaques d'eczéma. J'ai fait de la dermatite, sur ma tête, perdre mes cheveux par poignée, évidemment continuer de prendre du poids sans en perdant l'appétit, mon corps qui se refroidissait, mes cycles menstruels qui étaient totalement déréglés, mais totalement déréglés. En fait, tout mon corps partait dans tous les sens. Voilà, un autre symptôme vraiment pas glamour, de l'hypothyroïdie, et c'est la constipation parce que en fait, tout ton corps est au ralenti puisque tu n'as pas, en fait, les les hormones, qui t'aident, en fait, à avoir un métabolisme, normal. Et en fait, mentalement, bah, d'aller encore de plus en plus mal parce que juste, rien ne gère rien, quoi. Donc enfin, vraiment, c'était le naufrage et vraiment, on va dire que ces mois-là de novembre, décembre 2023 jusqu'à avril, mai, 2024, c'était les mois qu'après j'ai appelés zombies, où vraiment, bah, j'étais pas moi-même. C'était mon corps qui était en automatique, mais en version automatique, mais pas du tout contrôlé, évidemment. Enfin, ça va avec automatique, bien sûr, mais complètement dépersonnalisation. Parfois, je me rendais compte 3 heures après de comportements, de choses que j'avais dit, de façon dont j'avais réagi où je me reconnaissais pas. Je me disais: «Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je réagis comme ça?» Enfin, vraiment, ça n'allait pas. Ça n'allait vraiment, vraiment pas et puis, en plus de ça, toutes les odeurs m'écœuraient au plus profond. Je marchais dans la rue, j'ai l'impression que j'allais faire des vertiges. Dès que j'essayais de m'exercer, je me sentais super mal. J'avais l'impression que j'allais, faire un malaise. Rien que juste marcher dans la rue, enfin, c'était difficile. Et vraiment les odeurs, même si c'était des bonnes odeurs, je vomissais. Enfin, vraiment, j'ai déjà vomi un matin, juste en sentant l'odeur d'une bonne boulangerie que tout le monde, aurait envie de rentrer et demander un croissant au pire chaud. Moi, juste, ça m'écœurait. Je me disais: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis enceinte». Enfin, tout était tout était des possibilités à angoisser sur des choses qui n'étaient pas réelles et en fait, juste, j'ai même posé la question de: «Peut-être que juste j'ai une maladie, peut-être que j'ai quelque chose», parce que pour moi ça n'existait pas et tout ça c'est juste, je sais pas, une façon de vivre ou une situation dans laquelle mon corps était et donc bref, la fatigue était devenue, chronique là, à ce moment-là. Donc vraiment quand je dis zombie, c'est que quand on est à ce stade-là, on est vraiment un zombie et je sais qu'il y a des personnes qui sont dans des stades beaucoup plus élevés et j'imagine même pas dans quel état ils sont. Je décide enfin et j'ai enfin le déclic de me dire: «Bon, je vais faire la prise de sang que j'ai» et heu et donc je fais cette prise de sang et en fait surtout je me rappelle, j'ai une discussion avec quelqu'un, avec que je connaissais, qui m'avait dit qu'il avait découvert qu'il avait une maladie,
en faisant un bilan sanguin comme ça, qu'il avait une maladie auto-immune, et je me dis, même si en fait à ce moment-là, dans ma tête, il n'y avait aucune possibilité que j'avais une maladie, c'était juste moi qui étais faible, juste moi qui n'allais pas bien, c'était juste moi le problème. Je me dis, ok, je vais quand même faire un bilan sanguin parce que je sais pas, peut-être que sur un coup de tête, je vais découvrir quelque chose. Et je fais ce bilan sanguin, je l'envoie à ma sœur qui est médecin. Elle me dit, bah oui, ta TSH est super haute. Ce qui veut dire que ben, tu fais de l'hypothyroïdie. Donc l'hypothyroïdie, c'est quand ta thyroïde... donc là, on va parler plus crûment de ce que c'est que la maladie d'Hashimoto. La maladie d'Hashimoto, c'est un état d'hypothyroïdie. Quand la thyroïde, qui est un organe qu'on a tous dans la gorge, arrête de produire des hormones thyroïdiennes. Et ces hormones, elles sont au bon fonctionnement de ton métabolisme, de ton état mental, enfin voilà, tout ce que les hormones gèrent. Donc en fait, absolument tout ton corps. Donc voilà, c'est pour ça que la peau sèche, le métabolisme au ralenti, donc qui enchaîne la prise de poids, la constipation. Ensuite, assèchement totalement, du coup, ça allait avec le psoriasis, avec l'eczéma, avec la dermatite, la perte de cheveux, les ongles qui étaient cassants, les boutons qui étaient à la pelle sur mon visage tout le temps, le visage bouffi, enfin voilà, rien ne fonctionnait. Et surtout avec le vertige et tous les autres trucs. Et puis bien sûr, l'état mental qui pour moi était le plus handicapant. Et puis la fatigue chronique qui est quand même le numéro un, je le dis en dernier, mais c'est la fatigue, c'est le plus extrême et voilà. C'est compliqué parce que tous les jours, le matin, tu vas voir tes proches et tu leur dis je suis vraiment exténuée. Et tout le monde te dit ouais, moi aussi, je suis fatiguée, j'ai mal dormi. Et c'est pas du tout pour discréditer la fatigue des autres, mais les gens ne peuvent pas comprendre le niveau de fatigue. Enfin, en fait, c'est pas le niveau de fatigue parce que c'est encore autre chose parce que tu dors un nombre d'heures, tu arrives quand même à dormir. Même je dormais beaucoup plus. Enfin, j'avais l'impression que je pouvais dormir 5 jours d'affilée et que je serais jamais, entre guillemets, rassasiée de sommeil, enfin de repos, je veux dire. Et en fait, les personnes elles te disent oui, moi aussi j'ai dormi 3 heures. Et tu dis mais moi j'ai pas dormi 3 heures et je suis exténuée profondément, quoi. Enfin, et bref, c'est juste invivable à ce moment-là. Je découvre que j'ai ça, je vais voir un médecin qui me dit bon, il y a 3 possibilités. Soit c'est une hypothyroïdie, beaucoup de femmes en font, voilà, ça peut durer 3, 6 mois, voire 1 an. Vous prenez un traitement et voilà. Ensuite, il me dit, il y a possibilité que ce soit la maladie d'Hashimoto, mais donc ça veut dire que c'est une maladie auto-immune, ça veut dire que votre corps, vos anticorps attaquent votre thyroïde et voilà, que vous aurez du coup cette maladie toute votre vie. Et à ce moment-là, je commence à essayer un peu plus écouter du coup ce qu'on me dit et puis forcément, ça commence à être un peu plus m'inquiéter. Et puis là, il me dit: «Bon, il y a une troisième possibilité et c'est pour ça que je vous prescris une échographie de la thyroïde, c'est le cancer de la thyroïde qui est possible et donc pour ça, il faut faire une échographie, voir si vous avez des nodules, est-ce qu'ils sont bénins, malins?» Et en fait, voilà, moi, à partir du moment où il me dit ça, j'ai 20 ans, je suis dans un état psychologique et physique désastreux, je rappelle le zombie. Et en fait, je me dis: «Bah, super, j'ai un cancer, je vais mourir». Voilà, enfin, immédiatement, ce que tout le monde se dit quand on entend malheureusement ce mot. Surtout qu'en plus de ça, je sais pas pourquoi il me conseille, je sais toujours pas pourquoi aujourd'hui il m'a conseillé d'attendre 1 semaine pour faire le test des anticorps, voilà. Et surtout l'échographie, j'avais pas de rendez-vous avant bien 5-6 jours. Et donc en fait, j'ai passé 5-6 jours à m'enfermer dans le noir chez moi, à pleurer à longueur de journée, à me renseigner sur le cancer de la thyroïde. Donc au final, même si je pense que traverser cette épreuve de cancer de la thyroïde, ça va être quelque chose de très intense, évidemment, pour dire des mots faibles. Mais c'est vrai que voilà, ce qui m'a rassurée, entre gros guillemets, à ce moment-là, c'est que il y a quand même beaucoup de personnes qui survivent, vraiment 98%, je crois même, des personnes qui survivent à ce cancer, que c'est un des plus trop gros guillemets faciles à guérir. Je mets des gros guillemets sur facile, bien sûr. Mais, mais voilà, quoi. Moi, j'étais prête, quoi, vraiment. Et puis, encore une fois, je voulais tellement pas inquiéter mes proches que je le dis même pas à ma mère, que juste, je suis au fond du trou et je me dis, bon, il y a un monde où j'ai un cancer. Et, euh, et voilà, quoi. Vraiment, à ce moment-là, je pouvais même plus aller en cours. Enfin, ça n'allait vraiment, vraiment pas.
Et j'attends, je fais cette échographie par un médecin qui prend même pas la peine de m'expliquer ce que la radio, enfin ce que l'échographie dit. Donc en fait, juste il me tend le papier, il me dit non mais vous verrez avec votre médecin. Je suis en mode, en fait, j'aimerais bien savoir du coup si j'ai un cancer ou pas parce que voilà quoi, je sais pas, c'est peut-être une info. Je vais peut-être pas attendre mon prochain rendez-vous pour qu'on me le dise quoi. Et donc bref, je l'envoie à ma sœur et elle me dit, enfin de toute façon, il y a un texte, j'arrive à lire que c'est écrit bénin, mais que voilà, la thyroïde est irritée, machin, et il y a des termes, je sais plus ce que c'est écrit une hypothyroïdite ou des choses comme ça. Et je crois que ça, c'est l'ancien terme de la maladie d'Hashimoto ou c'est une alternative, je sais pas, peut-être pas. Je l'ai jamais su, mais du coup, ma sœur, qui du coup, ouais, est devenue mon médecin traitant à ce moment-là, je lui envoie ça, elle me dit, en fait, en fonction de ton bilan sanguin, j'aurai plus des réponses, mais en effet, Victor, il y a pas de souci, tu pas de cancer, tout va bien et tout. Et moi, juste, j'étais soulagée de ça. Et en fait, j'ai complètement oublié qu'il y avait la possibilité de maladie d'Hashimoto et je me dis: «Ouf, j'ai, juste» et quand je dis juste, je mets des immenses guillemets, «j'ai juste une hypothyroïdie, dans 3 à 6 mois, dans 1 an, tout à tout casser, je suis libérée de ça» et voilà quoi. Il faut juste que je prenne un traitement tous les jours et voilà. Je fais les bilans sanguins, mais je ne regarde même pas les résultats et ma famille décide, mes parents décident de lever le week-end de l'Ascension, donc qui était, je me souviens très bien, ça commençait le mercredi 8 mai 2024 et donc du coup, on partait à Londres, on se retrouve à la gare. Je les retrouve à la gare parce que du coup, ils étaient montés de l'Auvergne et donc du coup, je leur explique, je leur dis: «Je vous préviens, je sais qu'on part, du coup 4-5 jours, mais je veux vous dire, donc j'ai aucun appétit. Il y a c'est possible que mon humeur elle change très facilement parce que je les avais pas vus depuis quelques mois à ce moment-là. C'est possible que mes humeurs elles soient pas hyper, fixes. Je peux vraiment m'effondrer en larmes plusieurs fois par journée. Il va y avoir des moments où je vais avoir besoin de m'asseoir parce que j'ai des tournis, j'ai des vertiges. Donc enfin voilà, ils étaient au courant, mais je leur fais un petit peu le topo et ils sont attentifs et ils sont là pour moi. Et mon père me demande, qu'est-ce que ça a donné le dernier bilan sanguin? Je dis: «Ah, je sais pas, enfin, je sais pas ce que ça veut dire. De toute façon, je verrai après les vacances» et il me dit: «Non, mais quand même, envoie-le à ta sœur». Donc moi qui déteste déranger et encore plus ma sœur qui, avait quand même juste sa vraie vie de médecin et qui avait envie d'être aussi juste ma sœur et pas mon médecin, je lui envoie quand même une dernière fois, mais bref, on monte dans le train et là, c'est à ce moment-là que j'apprends du coup que j'ai la maladie d'Hashimoto parce qu'elle me dit: «Bon, tes anticorps sont super hauts». Voilà, clairement, c'est une maladie auto-immune que tu as, ton corps s'attaque et en fait, tu vas devoir toute ta vie, prendre un traitement, quoi. Et donc voilà, là, c'est un peu la douche froide. C'est fou parce que ça faisait un temps que je n'avais pas raconté ça et là, j'ai les larmes qui montent un petit peu et c'est vrai que en fait, je me suis fait la réflexion de genre, en fait, à la fois, j'étais soulagée parce que en fait, c'était pas juste moi le problème. Il y avait vraiment quelque chose, c'était pas juste moi, j'avais vraiment des raisons, en fait, de me sentir aussi mal. C'était littéralement à cause de mon corps, c'est une maladie, mais à la fois, je me dis: «Bon, maintenant jusqu'à ma mort, je vais devoir prendre une pilule tous les jours» et comme je le dis là, ça paraît ridicule, il y a quand même bien pire, mais en fait, c'est pas que ça, il y a aussi, plein d'autres choses qui font que, notre vie elle est pas non plus totalement normale. Il y a quand même plein de fois où les symptômes, ils continuent et encore moi, ça fait que, 1 an et demi que j'ai été diagnostiquée, que j'expérimente la vie sous Levothyrox qui d'ailleurs, on va en parler, est encore autre chose. Mais malgré tout, enfin voilà quoi, c'est quand même compliqué d'apprendre ça quand on a 20 ans, parce qu'on se dit: «Bon, maintenant c'est ça ma vie et je vais devoir juste faire avec, quoi». Mais d'un côté, il y a quand même le vrai soulagement de enfin me dire: «C'était pas juste moi. C'était pas juste moi, c'était pas juste mon état mental, c'était pas juste mes humeurs, c'était pas juste mon corps, c'était une maladie». Et ce qui est très perturbant, c'est de se dire: «Mais comment une petite glande qui est dans la gorge peut t'affecter autant mentalement, physiquement?» Mais surtout mentalement parce que tu te dis: «Mais enfin, tout ça, j'ai l'impression que ça se passait dans ma tête, quoi». Et en fait, non, c'est juste, c'est fou comment tout est chimique et que c'est juste, les hormones et tout ça qui font que, j'ai l'impression de pas être moi-même pendant tous ces mois, que j'étais profondément triste sans raison. Enfin, c'est fou d'imaginer ça et c'est un vrai soulagement. Donc moi, après ça, voilà, ce trajet-là en train a été un peu intense. Je sais que voilà, il a fallu accepter quand même aussi, la nouvelle, mais je l'ai plutôt vite accepté justement grâce au fait de me dire:
c'est un soulagement d'avoir un verdict et d'avoir une réponse et de savoir, ben, pourquoi j'étais dans cet état. Donc voilà, les mois qui ont suivi, c'est que vraiment, dès on va dire déjà on était début mai, dès début juin, j'avais vraiment senti la différence. Mentalement, j'étais une autre personne, physiquement, voilà, les vertiges, les nausées, tout commençait à vraiment s'estomper, voilà, je jouais pas avec le feu, je prenais des décas, j'essayais de calmer ma consommation de cigarettes. Il y avait des fois où c'était de nouveau, compliqué. J'essayais de refaire du sport, mais dans la capacité où j'allais pas d'un seul coup, m'effondrer parce que j'allais vraiment pas bien. Heu, voilà quoi, je reprenais ma vie, j'y travaillais pendant cet été-là et en fait, voilà, là, on va arriver au moment où ma perception du coup de l'évolution de la maladie est un peu biaisée parce que, j'ai appris, une nouvelle, compliquée dans ma famille. D'autres soucis de santé, bah, quand même bien plus graves, sont tombés auprès d'un proche. Et donc voilà, là, ça va faire 1 an tout pile. Ben, voilà, ça a été compliqué parce que du coup, là, d'un seul coup, la tristesse et toutes ouais, ce nuage qui, était bien différent, mais voilà, est revenu malgré tout. J'arrive totalement à faire la différence entre l'état dans lequel j'étais avant et maintenant, bah, déjà parce que tout simplement là, il y a une raison et un contexte. Mais du coup, pour parler de comment je me suis sentie avec le après, j'ai eu le temps d'être un petit peu soulagée, mais j'ai travaillé tous les jours, pendant ce moment-là, donc j'avais pas le temps de profiter et après ça s'est directement enchaîné avec, apprendre cette nouvelle et devoir, vivre avec et me diplômer cette même année-là. Donc voilà, c'était assez intense, surtout, ben, découvrir que, ben, il faut arriver à trouver son bon dosage avec le lévothyrox. C'est que même si d'un seul coup ça allait mieux et ben, après ça commençait à remonter. Donc en plus de vivre, ce que j'étais en train de traverser avec mon proche, ben, voilà, en même temps vivre, une séparation, mais en même temps, bah, que, moi ma TSH remonte, super haut, enfin plutôt haut, donc prendre un traitement plus fort, mais faire un mélange de dosage entre le 50, le 70, ensuite le 70, le 100, ensuite que le 100, enfin voilà, c'est toujours un nouveau processus et je suis toujours pas bien dosée. Alors que ça fait plus d'1 an. Mais voilà, je sais que c'est long et voilà, je suis mon cours. Mais malgré tout, le lévothyrox marche, enfin évidemment, heureusement qu'on a une solution, mais marche, enfin en tout cas plutôt bien. Je trouve que par rapport à l'état dans lequel j'étais, même s'il y a des moments où je me sens encore pas bien et que parfois c'est un peu inexplicable parce que mes taux sont quand même bien redescendus malgré le fait que mon dosage est pas encore bon. Ben finalement, oui, voilà, quoi. Je ressens parfois, des symptômes, qui reviennent. Je me dis: «C'est peut-être que j'ai pas bien pris mon traitement», parce que, voilà, il faut être à jeun et rester à jeun encore pendant 1 heure, le prendre assez régulièrement aux mêmes heures, aux mêmes horaires et c'est vrai que, bah, parfois, je peux ne pas nécessairement faire attention. Je sais qu'après ça, il y a beaucoup de choses qui s'accompagnent de la façon dont on se nourrit. Quand on a une maladie auto-immune, il faut éviter les choses, comme, le lactose, le gluten. Enfin voilà, j'ai commencé à apprendre beaucoup de choses et d'un autre côté, encore une fois, parce que j'ai des TCA, les régimes alimentaires, c'est quelque chose qui m'en fait peur, mais je sais que beaucoup de gens disent que, ça change vraiment tout. Donc je fais de plus en plus, attention à ça dans mon alimentation, en essayant de quand même, bah, garder, une alimentation saine, reprendre le sport dans la mesure, dont je peux et juste, ben, avoir, un état mental quand même bien plus stable malgré, la période que je suis en train de vivre. Donc c'est vrai que ça, c'est l'essentiel et en vérité, même si, c'est pas nécessairement, l'après-maladie, l'après-diagnostic le plus joyeux que je peux expliquer comme parcours, si je peux vous rassurer, il y a un vrai changement. On se sent vraiment mieux physiquement quand même. Mentalement, j'imagine, je le sais que c'est complètement différent. Le mal-être de soi, vraiment, ce truc-là profond, on a l'impression qu'il y a une 2e personne avec nous dans notre propre tête. Ce truc-là, il part vraiment et ça, c'est faux et ça, c'est génial. Donc voilà. Voilà où j'en suis aujourd'hui. Je suis plutôt fière de moi parce que j'ai quand même réussi à être diplômée malgré cette année, compliquée. L'enchaînement quand même de tous ces problèmes de santé qui nous sont tombés dessus. Hem
Et puis la rupture, avec mon ex, enfin plein de choses qui m'ont pas aidé du tout à mon «rétablissement» entre gros guillemets. Mais voilà, je suis fière de moi parce qu'aujourd'hui j'ai quand même réussi à trouver une certaine stabilité et heu et donc voilà, là j'ai toute ma vie, devant moi. Je suis un peu, émotive d'un coup, mais c'est vrai que ce podcast, il me permet d'aussi faire un point sur, sur ce que j'ai traversé et sur, ce qui me reste en fait aussi et ce qui est important. Donc voilà, la santé vraiment, c'est évidemment, le plus important. Pendant longtemps, je disais ça sans trop comprendre, et trop savoir, ce que je disais, mais là maintenant, je peux vous dire que vraiment, c'est ce qui compte le plus. Encore une fois, merci à Stéphanie de faire un podcast qui permet de rendre visible et de faire de la prévention comme ça, de partager des témoignages, des parcours, de diverses, personnes, de diverses situations, que ce soit des maladies ou non d'ailleurs. Et c'est super important de faire ça et je la remercie de me donner la possibilité de pouvoir, partager tout ça. Voilà, moi je parle à toutes les personnes qui peuvent se reconnaître, peut-être dans les symptômes ou dans la situation, dans des comportements que j'ai pu expliquer. Ben, vous n'êtes pas seul, c'est pas vous le problème. Non, la priorité, c'est pas de perdre les 15 kilos que vous avez pris. La priorité, c'est de prendre soin de soi mentalement. Moi, maintenant, je suis accompagnée d'un psy, d'un bon psy. Je sais que c'est super difficile, mais ça va aller mieux. Ça va vraiment aller dans le mieux, ça va s'arranger, vraiment. Et puis surtout, j'espère que ça pourra aider, même une seule personne, d'entendre, ça, à moins un peu pouvoir, appréhender, se poser des questions et surtout si j'ai, une chose à dire, c'est vraiment, faites des bilans sanguins, prenez soin de vous, de votre santé, ne pensez pas, que c'est secondaire, que le travail c'est plus important, que de pas inquiéter les gens c'est plus important, que c'est parce que tout ça c'est une charge mentale, c'est un poids qu'on se met et qui en fait fait que retarder le problème. Donc ça sert à rien, ni pour vous, ni pour vos proches, ni pour votre travail, ni pour quoi que ce soit. Je sais que parfois c'est compliqué, mais vraiment, voilà, prendre du temps pour soi, prendre soin de soi. On n'a qu'une vie, hein, on n'est pas dans un jeu vidéo et je sais que c'est des phrases un peu bateau, mais il faut la chérir et il faut en prendre soin et voilà, ce sera mon petit mot de la fin. Merci encore, Stéphanie, de m'avoir donné l'opportunité de raconter tout ça et voilà.